Un avocat, c'est un être humain. Il va te mettre des règles de base, bon bah, point barre, tu vois. Tu peux très bien lui poser la question de est-ce que tu es OK de démembrer? La plupart du temps, il va dire mais c'est quoi un démembrement? Et si ça se passe mal derrière? Bah en fait, avec du juridique et avec de l'imagination, on peut aller contrer une objection. Alors que de s'associer, ça crée aussi une barrière à la sortie qui crée un engagement pur en fait. Je suis pas venu 3 jours au bureau, est-ce que c'est une faute? Pas trop, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a aucun gars ou nana qui est seul à la tête en haut de son empire et que son empire, elle appartient à 100%. Bienvenue dans cette vidéo tellement importante si vous pensez que vous avez peut-être à vous associer dans votre entreprise. Moi c'est Léo, j'ai créé un groupe de 5 entreprises avec certaines dans lesquelles je suis associé. J'ai appris plein de choses, j'en ai même fermé certaines avec lesquelles j'étais associé. Et aujourd'hui, on se retrouve au séminaire Equity Mastermind et on va rencontrer Maxime et Johnny qui ont créé ce mastermind où ils accompagnent eux des entrepreneurs à développer leur écosystème d'entreprise, dont certaines avec lesquelles ils vont être associés. Et surtout, ils sont eux-mêmes associés à 3 sur leur société et ils ont un groupe entre 10 à 12 entreprises avec à chaque fois des associés. Donc on est au meilleur endroit pour avoir toutes ces informations. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est un condensé de 10 ans d'expérience sur ce sujet. Vous allez découvrir si c'est un bon plan pour vous de le faire et surtout les erreurs à pas faire si vous allez le faire. Merci à Maxime et Johnny de nous avoir accordé un moment et c'est parti. Ça fait un moment qu'on se connaît, moi je suis dans ton mastermind qui m'a aussi aidé à créer mon écosystème de business. Toi aussi, tu as un écosystème de plusieurs entreprises. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement et nous expliquer comment tu en es venu aussi à créer un écosystème de business plutôt que d'avoir juste une seule boîte? Ouais, carrément. Alors pour t'expliquer, je vais surtout te raconter un peu mon histoire. Moi, j'étais banquier de mes 18 ans, mes 24 ans. Je travaillais au Crédit Agricole et j'ai toujours eu, comme beaucoup d'entrepreneurs, l'envie d'avoir une liberté. Généralement le triptyque. Liberté géographique, liberté financière, liberté temporelle. Et donc, je me suis lancé dans ma première aventure entrepreneuriale en mode solopreneur. Vraiment le mec qui fait tout dans son activité. Celui qui vend son temps contre de l'argent. Je dois être bon partout pour pouvoir avancer, sinon ça marche pas. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans et ensuite toujours dans une optique de vouloir me développer, je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je peux faire? Et donc c'est là où j'ai commencé petit à petit à réfléchir en mode chef d'entreprise. Donc c'est pas comment je vais le faire, mais plutôt qui va le faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à penser en tant que chef d'entreprise où je me suis dit bah tiens en fait je pense qu'il faut plus que je sois seul, il faut que je puisse m'associer. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Et maintenant je dirais ma 3e identité. Et pour me présenter, je me définis maintenant comme cette 3e identité qui est l'identité de l'investisseur. Donc aujourd'hui, moi j'ai une holding qui est prise de participation dans d'autres business et ma holding met à disposition un environnement, on pourra revenir plus tard, un environnement qui aide l'ensemble de ces autres business à pouvoir se développer. Et comme j'ai un lien capitalistique dans ces boîtes, plus j'aide les boîtes en dessous à pouvoir se développer, plus forcément par effet capitalistique ça va me revenir justement sur moi. Donc ça c'est pour ma présentation un peu business. Sinon après moi j'ai 31 ans, je suis papa d'un petit garçon, j'adore le Japon, j'adore le manga, j'adore les bains froids. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu perso. Okay. Comme ça, t'as présentation un peu d'ensemble. Ok, bon les bains froids, quelle horreur, mais non sinon t'as dit un truc intéressant que tu ne demandais pas comment faire mais plutôt qui peut le faire et t'as décidé de t'associer. Il y en a beaucoup qui vont préférer faire seul en voyant l'association comme quelque chose à risque, etc. Pourquoi pour toi ça a été une évidence de s'associer et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi à toi de t'associer? Aujourd'hui, tu as 2 associés même, donc tu as 33% de... Johan et Johnny. Donc en gros, pourquoi j'ai voulu m'associer? Parce que ça répondait déjà à mes valeurs premières à moi de croissance. C'est-à-dire moi, mes objectifs personnels que j'ai, mes ambitions personnelles, sous quelle mécanique elles vont pouvoir être réalisables. Et le problème, c'est que mes ambitions financières que j'avais, mécaniquement, ne pouvaient pas être résolues par un modèle solopreneur, du mec qui va tout faire dans son activité. J'avais vraiment pour vocation de pouvoir développer, en tout cas de tenter, d'oser, de développer des business qui font plusieurs millions, aujourd'hui plusieurs dizaines, demain plusieurs centaines, voire peut-être un jour plusieurs milliards. Pas pour dire que je veux faire ça comme un objectif, mais de le voir comme le chemin pour y arriver va être hyper fun parce que on est constamment dans un modèle d'apprentissage. Et donc forcément pour moi, quand j'ai voulu m'associer, c'est là où je me suis dit que le modèle dans lequel je fonctionnais mécaniquement n'était plus possible. Avec Johan et Johnny, mes 2 associés aujourd'hui, donc on a une holding commune, groupe M2J, on a 33% respectivement en tout cas de chacun. On s'est également posé la question lorsqu'on a créé notre écosystème de se dire mais comment ils font les boîtes qui font des centaines de millions voire milliards, et on a fait ce que très peu de gens font, c'est-à-dire on allait sur Papers ou Société.com et on est allé télécharger les bilans des boîtes, les bénéficiaires effectifs, etc. pour regarder une boîte, juridiquement en tout cas, qui fait 10,
50, 100 millions, 200 millions, 1 milliard, comment juridiquement, mécaniquement, comptablement, fiscalement, elle était structurée. Et en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, il n'y a aucun gars ou nana qui est seul à la tête en haut de son empire et que son empire, elle appartient à 100%. Tu as toujours un board de direction, des investisseurs externes, des associations qui se créent, une mutualisation qui est faite. Donc nous, on a ouvert la porte à se dire, ok, il y a une porte d'entrée d'accès à de la richesse financière, mais richesse de sens pour nous aussi, se dire que le modèle d'association, de coopération, de co-mutualisation était un levier de croissance et d'enrichissement. Et c'est pour ça que je parle financier, mais aussi de sens. Parce que tu as beaucoup de solopreneurs qui sont en mode solitude, qui galèrent, etc. Et moi, c'était avec mes copains Johan et Johnny, se dire, venez, on fait une aventure et on s'éclate en le faisant, en groupe. Ouais, pour moi, ça a beaucoup de sens aussi sur l'aventure, tu vois, de pouvoir la partager aussi. Et il y a beaucoup de coachs sportifs qui vont me regarder, qui sont déjà bien avancés dans leur activité et qui aimeraient aller beaucoup plus loin, pouvoir la scaler ou même lancer certains projets. Et pour moi, l'association, c'est aussi faire naître des projets que j'aurais jamais pu créer en étant seul. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à un coach sportif qui, lui, génère peut-être déjà minimum 60 000 euros à l'année et qui aimerait aller beaucoup plus loin, peut-être ouvrir sa propre structure ou faire d'autres choses, tu vois? Le truc, c'est que moi, je lui dirais absolument de pouvoir aller Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je reviens juste sur ça, qui est « Écoute les gens qui ont ce que tu veux et qui ont été là où tu es ». Et donc, en fait, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de pouvoir intégrer un environnement déjà existant qui peuvent leur mettre à disposition tous les éléments pour faire passer le coach sportif à qui loue sa salle, je sais pas, à d'autres personnes ou quoi, ou qui fait ses coachings, ou qui fait ses coachings, à je crée ma salle, ou à l'autre qui se dit j'ai une idée de concept business startup et qu'il y aille, et qui s'entoure d'un environnement. Pour le coup, c'est exactement ce que toi tu fais avec tout ton environnement, où tu vas les aider à mettre à disposition tout ça. Donc je peux que recommander de pouvoir faire ça. Parce que le truc, c'est que quand on est solopreneur, coach sportif, on doit déjà être excellent dans son coaching sportif, mais ça suffit pas pour pouvoir réussir. Il faut être excellent ensuite en marketing, excellent en vente, excellent en négociation devant la banque pour obtenir un prêt, pour créer sa structure, etc. Excellent en levée de fonds. Et donc en fait, c'est compliqué de devenir excellent là-dessus. Et donc il y a très peu de gens qui, seuls, de par leur propre volonté, y arriveront. Et donc il faut juste pouvoir intégrer un environnement qui facilite cet écosystème. Carrément, tu vois, il y a peut-être des coachs qui vont se dire, ok, mais je pourrais l'acheter cet environnement, intégrer, je sais pas, un mastermind, une formation, etc. Et en quoi est-ce que ça pourrait être potentiellement plus intéressant ou pas d'ailleurs, tu vois, de s'associer plutôt que de juste se former, parce que ok, je peux devenir excellent en marketing, je peux faire ça, ou je peux recruter des gens, tu vois. Pourquoi ne... Parce que c'est pareil, dans ces cas-là, pourquoi se mettre en couple, pourquoi se marier, pourquoi avoir des enfants en fait, tu vois, on peut très bien rester seul aussi toute sa vie. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on partage une aventure en commun. Quand tu payes une prestation de service à quelqu'un, tu payes une prestation de service basée sur un résultat que tu veux obtenir. Quand tu t'associes avec quelqu'un, tu vas dans une vision et dans une projection. C'est-à-dire tu gagnes ensemble, tu meurs ensemble. Ouais. Demain, le mec chez qui t'achètes le programme, tu meurs, ton entreprise elle coule, et il est ni responsable, il est pas dans les bénéficiaires effectifs, il y a rien. Donc l'association est pour moi la forme la plus pure et la plus ultime d'accompagnement. Et donc là-dessus, pour ceux qui veulent en tout cas pouvoir rentrer dans ces schémas-là, c'est le meilleur. Et je pense que beaucoup, peut-être aussi de tes clients, ont testé des accompagnements divers et variés, mais le niveau d'engagement qu'offre l'association est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est juste un niveau d'engagement. Tu vois, c'est vraiment de se dire à quelqu'un, on se met ensemble, on avance ensemble, on a une vision commune, et qu'il y ait des problèmes, on se les partage ensemble. Et tu vois, alors que la prestation de service est conditionnée. L'association, là-dessus, t'es sur un autre degré d'engagement. Je vois vraiment ça, parce que tu vois, prestat de service, il y a une barrière à l'entrée où il faut qu'on se fasse confiance, mais il n'y a pas de barrière à la sortie. Bah oui. Alors que de s'associer, ça crée aussi une barrière à la sortie qui crée un engagement pur, en fait. Et je suis bien d'accord avec ça là-dessus. Et c'est quoi les craintes que certaines personnes, certains entrepreneurs vont avoir avant de s'associer, qui les privent justement de l'association et de pouvoir en vivre tous les bénéfices? La première crainte, numéro 1 qui se passe, c'est la perte de contrôle. C'est que les gens se disent je vais lâcher les parts de ma boîte et j'ai peur de perdre le contrôle. Et c'est ça en fait qui bloque toute association. Et pourquoi on a ces pensées? Parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs manquent de culture juridique. Et quand tu comprends l'arme du juridique, tu comprends qu'en fait, tu peux vraiment tout mapper sur de vraies négociations. Et c'est pour ça que Johnny, que tu connais très bien, explique que le juridique est une vraie arme de négociation.
Parce que ça te permet de pouvoir encadrer les choses. Quand tu veux t'associer avec quelqu'un et que lui, profondément, il va absolument garder le contrôle mais qu'il a peur, tu peux très bien lui poser la question de est-ce que tu es OK de démembrer? La plupart du temps, il va dire mais c'est quoi un démembrement? Il faut lui expliquer aux gens que quand tu as 50% d'une entreprise, tu peux avoir ce qu'on appelle des parts et de l'autre côté, les droits de vote. Moi, je peux, là, demain, prendre 99% de ton entreprise, mais tu peux avoir 100% des droits de vote. Et c'est ça, en fait, qui permet. Et lorsqu'on explique ça aux gens en disant mais non, mais en fait, tu sais que je peux prendre, on peut s'associer à 50-50, mais tu peux garder des droits de vote, ou dans le pacte d'associés, on peut noter que tu as un droit de vote, même si on a 50-50 des droits de vote, on peut noter que tu as un droit de vote qui compte double ou qui compte triple en fonction. Et ça, tout de suite, ça permet de rassurer les gens aussi sur cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment le premier point de l'association. C'est « Ok, mais j'ai peur de perdre le contrôle ». Le deuxième point de contrôle, enfin la deuxième peur qui peut arriver, c'est « Et si ça se passe mal ?» Et le truc, c'est que si ça se passe mal, je trouve que l'association est encore mieux encadrée que le contrat de prestation. Parce que dans l'association, tu as ce qu'on appelle le pacte d'associés, ou si tu es investisseur, le pacte d'actionnaire. Mais dans le pacte d'associés, et le pacte d'actionnaire aussi, tu peux préparer les conditions d'entrée, les conditions de déroulement, ce qu'on appelle la vie du quotidien de l'entreprise, et les conditions de sortie. Et donc, en fait, tu peux tellement tout écrire et tout mapper que tu peux vraiment décider à fond de comment l'entreprise va se passer. Et tu peux préétablir des règles de fonctionnement. Si ça se passe mal, voilà le plan établi et on ne peut pas y déroger parce que le pacte d'associés précise que si ça se passe mal au niveau de la vision, voilà les étapes pour le faire. Et que même si après ces étapes ça se passe pas, l'autre personne pourra sortir avec la clause de calcul suivante. Et tout est hyper bien encadré. Ça, c'est vraiment la deuxième peur, c'est et si ça se passe mal derrière. Donc après, généralement ça, c'est 90% des peurs qui viennent. L'autre peur, c'est finalement une peur de l'inconnu, de la nouveauté, qui est finalement assez classique, qui n'est pas en mode j'ai peur que ça pourrait mal se passer ou j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer à la fin. C'est juste c'est nouveau pour moi, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir. Donc c'est ce 10% là qui est, la personne elle peut ne pas avoir peur, on peut avoir répondu à tous ces points, mais il y a quelque chose en soi qui fait j'y vais pas. Comme si quelqu'un achète une prestation de service, bon moment, pas bon moment. Et donc là, après, prendre des parts d'une boîte, c'est également pareil que des fois vendre une prestation de service. Il faut convaincre, il faut pouvoir mettre en place tout le côté du message, etc. pour rassurer les personnes et leur faire finalement passer à l'action après derrière. Moi, j'ai vu aussi certaines peurs parfois, c'était ok, si demain on est associé à 50-50, ou si je viens te céder 50% des parts de ma boîte, c'est en fait, je vais avoir plus que 50% des revenus. Ah, et moi, tu vois, j'ai vraiment la vision de, en fait, ok, aujourd'hui, je peux, moi, tout seul, créer un truc qui va permettre, je sais pas, de gagner, admettons, 100. Mais en fait, même si demain, je lâche 2/3 de ce que j'ai, si on peut gagner 3000 ensemble, qu'on peut faire que si on était ensemble, en fait, je vais gagner beaucoup plus, même si j'ai un tiers, tu vois, de ce. Moi, pour le coup, c'est complètement humain. Moi, quand je me suis associé avec Johan et Johnny, il y a eu un énorme quiproquo. Parce que moi, dans ma tête, je voyais Johan et Johnny, comme ils étaient ensemble, que pour une seule personne, une seule entité. Et donc, forcément, quand on dit, ok, on s'associe, donc je dis, les gars, pas de souci, hein, vous êtes vous et moi, je suis moi, donc on fait 50-50. Et il me dit, non, on fait pas 50-50, on divise tout par 3. Je dis, mais oui, mais vous êtes vous. Il me dit, non, mais là, maintenant, on est 3. Donc les 3 font 1, c'est plus les 2 font 1. Et donc on a eu des en mode ah ouais mais non mais moi j'avais pas compris ça comme ça. Donc c'est vrai que ça peut faire peur aussi de pouvoir donner des parts de son entreprise. Moi j'étais le premier aussi à se dire putain mais ça m'embête parce que finalement là j'ai 33% mais si j'avais mieux négocié j'aurais pu en faire 50 ou quoi. Mais en fait tu te rends compte que les 100% que j'avais d'avant, mon Dieu mais là c'est un fois je sais pas combien, ça valait rien ce que j'avais. Donc là je suis à fois des milliers. Seul jamais j'aurais pu faire tout ça. Donc c'est aussi cet aspect de vision. C'est-à-dire que forcément, si la personne a trop peur, vaut mieux pas s'associer avec elle. Et c'est qu'elle-même est pas faite pour aller au-dessus. Et il faut tout dans la vie. Par contre, si tu as des gens qui ont un vrai potentiel, qui t'expliquent leur vision, qui ont une grande ouverture d'esprit, qui te disent « Moi, je veux monter des centres de partout en France, je vais pouvoir faire ça, il faut qu'ils soient cohérents avec la base qui est va falloir partager, va falloir ouvrir des parts. Tu peux pas avoir une grande vision comme ça. Par contre, le mec qui dit non mais moi laissez-moi tranquille, j'habite à Dunkerque, je veux juste être coach sportif là dans mon quartier, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, ça sert à rien de pousser. Mais le gars qui te dit j'ai un projet, je veux monter ça, je veux avoir ça comme impact, il faut qu'il soit cohérent avec les modèles qui se passent. Faut qu'il comprenne
que pour aller plus loin, il faut qu'il lâche des parts aussi de sa boîte. Ouais. Et j'ai une vraie question aussi vis-à-vis de ça, c'est que, ok, à la base, tu voulais 50% et eux 25 ou eux 50. Est-ce que en ayant plutôt fait 33 chacun, donc en ayant moins de parts, est-ce que tu te dis pas que justement il y a un fonctionnement qui est plus juste, il y a peut-être moins d'attente sur tes épaules et finalement vous avez plus de résultats, plus d'implication de eux aussi que si tu avais gardé 50%? Alors, la réponse, elle est oui, dans un cadre où tu as ce qu'on appelle la core team. C'est-à-dire, moi, Johan et Johnny, c'est vraiment notre vision commune à tous les trois. On se considère comme une seule personne en haut de la holding. Par contre, et ça là-dessus, c'est chacun a ses rôles, chacun a ses trucs, à la même hauteur, au même niveau de boulot et dans les mêmes exigences et on bosse là-dessus. Il faut pas confondre après avec le slave equity. C'est-à-dire que demain, tu as des parts dans 10 boîtes. Si tes 10 associés s'attendent à ce que tu bosses 40 heures par semaine dans chacune des boîtes, toi, tu t'en sors plus. En haut de la holding, moi, si demain je devais lâcher des parts, même de ma holding à quelqu'un, j'aurais pas envie que cette personne-là soit au quotidien avec moi. Je veux qu'il me mette à disposition un environnement qui me permette d'aller plus loin, si tu veux, là-dedans. Donc, il y a deux notions d'association. Il y a la notion d'association avec Johan et Johnny où c'est nous qui faisons tout ensemble et là, on travaille et c'est du temps qu'on se demande à tous les trois. Mais dans les deals qu'on fait en dessous, ce que nos associés nous demandent n'est pas du temps, mais de la mise à disposition d'un environnement. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir plein de peurs sur oui, mais je vais perdre la gouvernance de mon entreprise, je vais perdre le contrôle, etc. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a souvent un problème de manque d'information sur cette partie juridique. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'est bon, je peux y aller, c'est bon, je vais avoir plein de bénéfices à m'associer. Et aussi que finalement, ça peut être plutôt simple de le faire et beaucoup moins complexe que ce que j'imaginais. Tu l'as dit, en fait, le mot que tu as dit est très juste, c'est le manque d'information. Quand on manque d'information, on a l'impression que l'élément qui se trouve devant nous, c'est un éléphant en plein milieu d'une pièce. C'est-à-dire, on voit que ça et ça nous paraît très grand. Et de plus en plus, on a de l'info. Et ben derrière, en fait, c'est beaucoup plus facile. Les personnes qui vont vouloir s'associer, je sais pas, sur une échelle de 0 à 10, tu prends 100 personnes que tu mets dans un ranking de 0 à 10 sur à quel point je veux m'associer. La personne qui a 1 sur 10, elle va avoir un besoin d'information beaucoup plus grande que la personne à 10 sur 10. Et donc, en fait, l'idée, c'est de leur mettre tous les éléments de réassurance en amont. Peut-être qu'une personne qui a 1 sur 10, tu vas peut-être pas lui proposer direct en mode vas-y lâche des parts. Tu vas peut-être lui proposer un modèle hybride. C'est quoi? On commence par une prestation de service et ensuite on peut passer à un deuxième niveau. Donc disons prestation de service, elle va dire ok en fait maintenant je suis passé de 1 à 5. Ok peut-être que maintenant à 5 on peut passer sur un modèle hybride avec, on continue la prestation de service, mais on signe une LOI, une lettre d'intention, qui précise que si on a atteint ou si on résolu X, Y, Z, là on peut débloquer des parts, par exemple. Ça peut être ça. Et donc la personne va peut-être passer à 8. Et à 8, peut-être qu'elle aura juste besoin de réassurance sur le pacte d'associés, se dire ok comment je peux faire, voilà moi j'ai un enfant mais comment c'est possible si jamais on s'associe et qu'il m'arrive quelque chose. C'est juste ensuite du dialogue pour se dire 10 c'est bon, je suis validé. Donc tu as plusieurs degrés d'information que tu peux délivrer, soit au début par de la presta, soit par un modèle hybride ou autre qui permettent de faire grimper des points chez la personne qui veut s'associer. C'est toujours le manque d'information ou le manque d'expérience avec la personne, enfin de co-travail qui se paie. Mais ça après tu peux créer toi l'environnement qui permette de pouvoir le délivrer. Ouais, carrément. Maintenant qu'on a vu tous les bénéfices de s'associer, peut-être que vous vous demandez maintenant, ok, comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour passer le cap? Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Je suis avec Johnny, qui est associé avec Maxime dans l'entreprise Equity Family. Et lui, sa spécialité, c'est plus la partie juridique, administrative et financière. Tu pourrais te présenter rapidement avant qu'on parle des points importants à regarder, à observer avant de s'associer. Salut à tous, donc moi c'est Johnny, 28 ans. Pour faire mon parcours bref, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Depuis mes 17 ans, donc j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Moi, lors d'aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans deux choses, comme tu l'as dit, mais je vais repréciser un petit peu. C'est du juridique et de la négociation. Donc on négocie avec du juridique et on fait du juridique avec de la négociation. C'est vraiment mélanger ces deux mondes qui sont pour moi très importants pour justement toute la protection et d'avoir plus ou moins un coup d'avance et savoir structurer juridiquement. Ça peut nous permettre de rentrer dans des deals où on pensait qu'on ne pouvait pas rentrer et ça permet de dormir sur ses deux oreilles également. Et puis c'est un sujet qui me passionne donc je pense qu'on va un petit peu en parler. Donc Quand tu parles de deal, c'est des moments où vous allez vous associer ou prendre des parts dans des entreprises. C'est ça, et bien ficeler le truc d'une partie juridique, c'est ça. C'est ça exactement. Ouais. L'idée c'est vraiment de se dire ok, je rentre dans ce deal là
comment je le structure, comment je le sécurise. Pour quelqu'un qui se dit que finalement ça serait une bonne idée de s'associer mais qui sait pas trop par où commencer, c'est quoi les points importants, les points de vigilance à faire, à mettre en place pour être sûr de trouver la bonne association et de bien mettre en place ce deal? Je te dirais dans un premier temps, parce que c'est dur de donner des tips parce que chaque deal est différent et ça c'est vraiment un point important, c'est le deal que tu vas faire, c'est vraiment être imaginatif. On pourra et on peut mettre toutes les clauses possibles, on peut faire tout ce qu'on veut dans un deal. C'est juste se dire, je te donne un exemple concret parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça. Demain on monte un projet ensemble, tu veux rentrer dans ma boîte et moi je veux pas forcément parce que j'ai une peur. C'est toujours comme ça. Si demain tu me dis Johnny, je rentre dans ta boîte et je vais t'apporter 45 millions, tout le monde va te dire oui. Par contre, c'est oui mais, tu vois, c'est toujours la peur de ouais mais si Léo qui rentre, peut-être que je vais perdre du contrôle. Peut-être que je sais pas la valeur qu'il a, etc. Donc à ce moment-là, soyez imaginatif et proposez quelque chose. Dire ok, je pense que tu as peur de me faire rentrer au capital parce que tu as peur de perdre le contrôle. Pas de problème, on peut faire une clause où, c'est un exemple parmi tant d'autres, on enlève du droit de vote par rapport à l'actionnariat. Ça n'empêche pas que tu rentres dans le deal. Ouais. Ou par exemple de dire ok je veux que Léo rentre dans le deal ou je veux que Johnny rentre dans le deal, mais par contre je veux être sûr qu'il emmène telle expertise. Ok, on le note dans le pacte d'associés. Si Johnny n'emmène plus cette expertise, il est viré de la boîte. Il a plus l'actionnariat. Donc tu vois, c'est juste de se dire, en fait, avec du juridique et avec de l'imagination, on peut aller contrer une objection de peur, de crainte, etc., etc. Ok, donc ce que tu dis, c'est que déjà, en fait, avec un pacte d'associés notamment, on peut cadrer des choses sur l'intégration, le fonctionnement et la sortie. Exactement. Aussi, des deals. Est-ce que tu pourrais donner peut-être quelques clauses importantes ou des points de vigilance à avoir, que ce soit sur un pacte d'associés, sur deux personnes qui veulent s'associer dans un projet? Alors, il y en a plein pour pas rentrer dans les détails, mais quelque chose qui est très important, c'est les rôles de chacun. Moi, c'est vraiment un point super important dans un pacte d'associés qu'on note les rôles. Parce que les rôles peuvent évoluer, la vision que la personne en face de toi a de ton rôle à l'instant T peut changer au fur et à mesure. Qu'en fait, de noter les rôles de chacun, tu poses une base vraiment solide. Lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça. Et au moins, tu sais que t'as pas de problème. Deuxième point, ça va être la distribution de dividendes. C'est tout de suite qu'on va distribuer un minimum de dividendes. Ça, c'est le point ultra important. Si ta clause, elle est floue, tu peux te retrouver à travailler 10-15 ans sans avoir de dividendes parce que cette clause est floue. Une clause qui s'appelle la clause de préemption. Préemption, ça veut dire que demain, si on est tous les deux associés, je préempte mon droit de racheter tes parts en priorité. Au lieu que ça soit le premier pimpin du coin qui rentre, qui dit moi j'ai donné tant à Léo. En fait, si tu veux, vraiment pour comprendre, si tu fais pas une histoire dans ton pacte d'associés, on est ensemble, on n'a pas de pacte, tu vends tes parts au premier pimpin du coin, il achète, je me retrouve associé à lui, je peux rien faire. Si le pacte d'associés est bien rédigé avec les rôles, les clauses de sortie conjointe, les bad living, good living, les droits de préemption, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Ou même demain, tu vois, il y a plein de gens, en général, quand tu parles d'association, ils disent « Ah non, je veux plus m'associer parce que j'ai déjà eu une expérience, il a fait n'importe quoi, je me retrouve avec un mec qui veut plus rien foutre dans la boîte et moi, j'ai que 50%. » Si tu as mis des clauses de bad living, good living, ça t'arrive pas ça. C'est quoi ces clauses de bad living, good living? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'est en gros, si y a un départ pour faute, et on détermine la faute. C'est-à-dire qu'on peut mettre un départ pour faute. Si on n'est pas précis là-dedans, qui juge de la faute? Il y en a pas. À part une faute ultra grave, tu vois. Genre, t'as violé une salariée, faute super grave, là t'es viré, il y a pas de débat, tu vois. Par contre, une faute de, j'ai pas tout à fait rempli mon rôle, je suis pas venu 3 jours au bureau. Est-ce que pour, on va dire demain il y a un jugement, est-ce que c'est une faute? Pas trop, tu vois. Alors que si, dans la clause de bad living, qu'est-ce qu'on détermine comme faute? On fait le laïus. Donc, un bad living, il y a un départ prévu dans le pacte d'associés. Qui est la faute? S'il y a faute actée, comment ça se passe? Comment on rachète? À quel prix? À quelle valorisation? Ça, c'est super important. Ouais, merci pour ces précisions. Tu vois, moi, j'ai un cas concret qui peut arriver pour des coachs sportifs, des fois, qui peuvent nous regarder aussi. C'est, ok, je suis coach sportif, j'ai déjà une activité qui tourne bien. Je veux ouvrir ma propre salle de sport, peut-être aller à un centre de coaching privé. Et je sais qu'il faut que je passe par les banques pour faire un emprunt, pour pouvoir faire des travaux, acheter du matériel, etc., pour faire tourner cette entreprise. Et est-ce que ça aurait du sens d'intégrer quelqu'un à mon capital qui a une grosse crédibilité bancaire, par exemple avec des sociétés ou d'autres choses, pour pouvoir lancer ce projet-là, tu vois? Ouais. Et est-ce que ça aurait un impact et quel impact ça pourrait avoir justement de s'associer, donc de faire rentrer quelqu'un dans la boîte là-dessus? Pour moi, il y a que des avantages à s'associer. Pour moi, j'ai jamais monté un business tout seul déjà. Et il y a que des avantages. Il y a beaucoup de peur, mais il y a que des avantages. Sur quelque chose comme ça, c'est un poids énorme. Tu fais rentrer quelqu'un qui a
on va dire, un écosystème, qui a une crédibilité bancaire, qui a une crédibilité d'investisseur. Parce qu'à la banque, c'est beaucoup de storytelling. En fait, oui, on va parler de ratio, de CAF, machin, un truc, enfin, tu connais. Mais quand tu sais expliquer ton histoire, tu sais expliquer que tu as une force, tu sais faire, tu sais monter du business, bah, c'est comme l'immobilier. C'est comme un marchand de biens. La première opération qu'il va faire, c'est la plus dure. Au bout d'un moment, quand il a une crédibilité bancaire, quand il a une crédibilité de marchand de biens, c'est beaucoup plus facile quand il va expliquer un projet de dire, OK, on le croit parce que, tu vois. Bah, là, c'est pareil. Moi, demain, je suis coach sportif. Je sais faire tourner un business, mais en tant que coach, un peu en tant que prestat, je suis un très bon coach sportif, mais j'ai un peu envie d'aller dans le côté investissement, entrepreneuriat un peu plus poussé, monter une salle de sport, acheter des murs, tu vois, faire des business un peu atypiques. J'ai vraiment envie de monter un écosystème. Si j'ai pas un bras droit avec moi dans un deal, qui a une force financière et vraiment une vision business, ça va être très compliqué pour pas dire impossible, parce que c'est faux de dire impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et au-delà de juste avoir le poids financier, ça va être un gain de temps énorme parce que tu vas avoir des insights et l'aventure sera beaucoup plus belle. Enfin, pour moi, après, c'est que mon avis. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, si j'ai bien compris, ouais, je suis dans un stade en tant que coach sportif, je veux lancer ce projet-là, lancer le truc un peu dont je rêve. Avoir un associé qui a déjà fait ses preuves là-dedans et qui a des crédibilités financières permettrait de rendre le projet possible. En fait. Complètement. Bah complètement. En fait, quand tu vas à la banque, tu vends ton projet, clairement. Un coach sportif, pour moi, il y a rien de péjoratif. Le vendeur, c'est pas son métier. Lui, il est très dans l'humain, dans le coaching, etc., dans son métier, dans sa zone de génie. Quand tu vas à la banque, c'est un scénario qu'il faut présenter. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît ça, qui a les reins solides, qui l'a déjà fait, qui t'accompagne là-dedans, en fait. Et toi, en plus de ça, c'est pas ton métier, t'es focalisé sur ce que tu veux faire et dans ta zone de génie. Et je pense qu'il y en a qui se disent, ok, j'aimerais bien m'associer, etc., mais faire un pacte d'associé, ça a l'air compliqué, j'ai peur d'oublier des choses, ou je sais pas trop comment m'y prendre. Ça a l'air peut-être un peu compliqué. Moi, je sais que la première fois où je l'ai fait, je me suis dit, en fait, c'est assez simple. D'ailleurs, je me suis fait accompagner d'un avocat, c'est peut-être ça, peut-être que tu diras ce que t'en penses aussi, mais est-ce que c'est réellement compliqué et comment peut-être le rendre plus simple si jamais ça peut faire peur aussi? C'est pas compliqué, faut aimer. Moi, je suis passionné de ça, donc ça me plaît. C'est vrai qu'à lire, c'est très lourd, c'est dur à comprendre. De une, faut se faire accompagner par un avocat, c'est règle numéro 1. Mais même moi, c'est mon avocat qui fait les pactes d'associés. Je fais la stratégie de mes pactes, etc. Parce que maintenant, je connais. Mais se faire accompagner par un avocat et la confiance n'exclut pas le contrôle. Parce qu'un avocat, il va toujours dire, ok, tu veux quoi dans ton pacte? Tu dis, ça, ok. Mais si t'as pas la vision où tu pousses, où tu challenges, un avocat, c'est un être humain. Lui, tu lui dis, ok, je m'associe avec Léo, 50-50. Il va te mettre des règles de base. Point barre, tu vois. Il va pas aller chercher vraiment les clauses de ratchet, les clauses de good living, bad living, tu vois. Il va pas pousser. Il va dire, ok, ils se mettent à deux et puis basta, tu vois. Et j'encourage tout le monde à un minimum du minimum s'intéresser à ce qui se fait, s'intéresser à ce qui est possible de faire et surtout de vraiment poser sur le papier ce que tu veux dans ce pacte, même si c'est pas avec des termes juridiques, mais vraiment dire, voilà, j'ai peur que si demain il se passe ça, j'ai peur de sortir la boîte. Même avec des termes un peu plus friendly, on va dire, c'est pas grave, on pourra le traduire en termes juridiques. C'est important de quand même construire l'histoire soi-même, quoi. Ok, donc il y a beaucoup de choses qui seraient potentiellement à faire traiter par un avocat. Est-ce que c'est cher de passer par un avocat pour faire ça? Non, c'est pas spécialement cher. Un pacte d'associés, c'est entre 1000 et 1500 euros, grosso modo. Alors après, moi, ça fait un moment que je travaille avec un avocat en partenariat, donc je connais plus trop les prix, mais je crois que c'est à peu près ça, entre 1000 et 1500. Je sais un peu les prix que tu avais en tête aussi. Ouais, même moins, ouais. Ouais, voilà. Et puis ça dépend aussi de la grosseur du pacte, combien il y a d'associés, etc. Ça dépend pour le coup, quand je le fais moi avec un avocat, oui, ça coûte moins cher parce que j'ai plus de volume. Voilà, c'est ça. Donc non, en soi, c'est pas spécialement cher. Et est-ce que c'est difficile aussi de trouver un bon avocat? Parce que souvent, vu que c'est des prestats qu'on connaît pas forcément, qu'on dit, est-ce que c'est difficile d'en trouver de bons? Ouais, c'est très compliqué. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et c'est maintenant que je me suis formé que j'arrive à déterminer qui est un bon avocat. Parce qu'en fait, ils ont tellement une expertise pointue. En fait, il peut t'enrhumer comme il veut et tu sais pas à qui croire, tu vois. Pour moi, c'est pour ça que c'est important de s'entourer déjà de personnes qui connaissent le business, qui savent déterminer qui est un bon avocat et comment on voit si c'est un bon avocat. Donc s'entourer de cette personne-là et après s'entourer du bon avocat qui est en général cette personne-là dans son portefeuille, quoi. C'est que moi, ça a vraiment changé ma vie d'avoir un bon avocat sur qui tu peux compter, Ouais. que tu peux voir quasi toutes les semaines. Ouais. C'est ça. Et une fois que tu as déterminé le bon avocat, lui-même peut t'orienter vers d'autres avocats en droit de famille, tu vois, si tu as des soucis un peu comme ça ou tout ce qui va être droit immobilier avec les baux commerciaux, etc. C'est des sujets énormes. Si un avocat en droit des affaires, il est un peu 360, tu vois. Merci pour toutes ces réponses, Johnny. Avec plaisir. Mec, C'est tout. j'étais sur TF1 là.
Bon, comme vous l'aurez compris, s'associer, ça peut faire peur, mais si on le prend par le bon bout et qu'on découvre toutes les choses à mettre en place et les erreurs à pas faire, finalement, ça peut être une très bonne chose. Et si toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, tu es dans l'industrie du sport, que tu as envie de développer ton activité, que tu génères déjà au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu as envie d'aller plus loin, à créer une vraie entreprise pour générer même plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, j'ai préparé une vidéo dans laquelle je t'explique le plan d'action exact à mettre en place étape par étape pour y parvenir. Tu peux cliquer autour pour l'avoir tout de suite.